le débat doit avoir lieu, mais il n'est pas, comment dire, un antagonisme. Et tant qu'il y a débat, tant qu'il y a dialogue pluriel, comme dit Arendt, y compris dans la différence de position, il y a monde commun. Le monde commun n'est pas un, j'ai écrit ça un jour. Le monde commun, ce n'est pas le triomphe de l'un, ni de l'un idéologique, ni de la mêmeté des personnes. Le monde commun, c'est le commun des différents. C'est pour moi, j'ai pensé ça, enfin j'ai travaillé ça avec Hannah Arendt et je trouve que c'est extrêmement intéressant, le commun des différents, tant dans le mouvement des femmes, le mouvement féministe, que dans bien d'autres problèmes qui se posent à nous, des problèmes d'orientation sexuelle, des problèmes d'origine nationale, d'infléchissement de langue, de nation, etc. J'ai toujours pensé que, bien entendu, on ne peut pas dénier des différences, des provenances. En même temps, elles ne sont pas des rédhibitoires, si vous voulez. Faire le commun des différents me paraît très important. Non pas nier les différences dans une sorte d'universalisme abstrait qui dénierait ces différences, mais dans un universalisme concret qui à la fois tient compte et reconnaît et en même temps accueille dans un monde commun des différences. C'est en tout cas la position qui serait la mienne dans tous les problèmes qui se posent à nous, tant au sein du féminisme, enfin de problèmes d'études de genre aujourd'hui, que dans les problèmes plus généraux des rapports entre identité nationale et non nationale, etc., qui me préoccupent beaucoup d'ailleurs, puisque moi-même je suis une immigrée, si je puis dire, une étrangère, pas culturellement, mais quand même, et ça m'a amené à réfléchir beaucoup à cette question du même et de l'autre, si vous voulez, qui se dessine dans tous nos rapports, aussi bien aussi entre Paris et Toulouse que de cette manière. Bien entendu, je veux dire, cette notion du monde commun arendtienne me paraît très intéressante, car le commun n'est pas le commun des mêmes. Le commun assume les différences, sans les identifier, sans les figer, sans les renvoyer à chacune comme une sorte de figure identificatoire. Je trouve que ce qui est intéressant, justement pour cette question du commun des différents, c'est ce qu'elle développe, cette mise en jeu du commun qui accueille les différences, tient au dialogue. Tant qu'on se parle, si vous voulez, tant qu'il y a dialogue, il y a dans le dialogue accueil à la fois du même et de l'autre, à la fois du même et de ce qui vient d'ailleurs. Et pour elle, le fondement essentiel du monde commun réside dans ce dialogue. Cette thématique du dialogue est présente chez Blanchot aussi, mais enfin d'une toute autre manière. Donc, si vous voulez, le dialogue comme lieu de l'un qui n'est pas un, le dialogue comme lieu de l'un pluriel, de l'un qui supporte la diversité, qui supporte même éventuellement les antagonismes, mais qui sont à ce moment-là justement dialogués, c'est-à-dire mis en rapport, ce qui ne contraint pas tous ceux qui participent au dialogue à l'un. Ce n'est pas le triomphe de l'un, ce n'est pas pour aboutir à l'un, à l'uniforme, mais c'est que la vie même du monde, de l'être ensemble, se tient dans ce commun dialogal, qui n'aboutit pas ni à la multiplication des différents, ni non plus à l'unification neutre de tous selon le même modèle. Je pense que précisément penser le féminisme aujourd'hui, nous l'avons pensé durant ces 2 jours. Voilà, nous allons avoir 3 communications d'un quart d'heure, mais qui vont prendre quand même, disons, si on peut exprimer ce terme-là, à bras-le-corps, un petit peu ce qu'était l'intitulé du dernier thème, l'enjeu du féminisme, puisque donc l'aspect du féminisme aujourd'hui. Alors, je passerai la parole
En premier lieu, pas dans l'ordre qui était un peu forcément pas obligatoire, que vous avez sous les yeux du programme. Je passerai d'abord la parole à Irène Coffer, ensuite à Federica Giordani, je ne prononce pas l'italien. Giardini. Et donc en troisième lieu à Eleni Varikas. Donc Irène Coffer, qui militante syndicaliste, donc active institutionnellement de son syndicat jusqu'en 2005 à la FGTB, Fédération Générale du Travail en Belgique, est également donc est aujourd'hui collaboratrice de deux revues, la revue politique, il faut que je parle devant le micro, la revue politique et le magazine Axel. Et puis donc aujourd'hui particulièrement, donc elle va prendre la parole parce que il y a donc, on le remontre, il est encore là-haut, il est arrivé aujourd'hui. Donc la réédition en coordination avec le colloque, donc de Parcours féministe, donc avec Françoise Collin, et c'est une édition revue et augmentée, donc avec des contributions de Rosie Bradotti et Mara Montanaro. Donc Irène, je te passe la parole pour 15 minutes. Merci, bonjour. Alors d'abord, vraiment, je voudrais insister sur le plaisir que j'ai eu à être ici avec vous. Donc, ça m'a permis notamment de rencontrer des femmes remarquables que je ne connaissais pas. Voilà, donc je les connais maintenant. Et j'étais très, très honorée aussi d'avoir été invitée à ce colloque. Je ne suis pas universitaire comme la plupart de celles qui sont intervenues et disons que mes contacts avec Françoise ont été plutôt du côté militantisme féministe. En fait, Françoise, je l'ai croisée dans les années 70, pour parler français, de France, dans les années 70, à Bruxelles, et notamment autour des cahiers du Griffe auxquels j'ai participé ponctuellement. Et puis bon, Françoise est partie vivre à Paris, je n'avais plus de contact du tout. Et puis il se fait que 25 ans plus tard, le directeur d'une collection qui s'appelait, donc aux éditions Labor à Bruxelles, une collection qui s'appelait si bien Traces, m'a demandé de contacter Françoise pour faire un livre d'entretien avec elle. Alors Françoise a beaucoup hésité avant d'accepter. Et elle a mis une condition quand elle a accepté, c'était qu'il n'y ait rien de personnel. Donc dans la collection Traces, les autres personnes qui sont interviewées racontent leur enfance, leur jeunesse, le pourquoi de leurs engagements. Avec Françoise, c'est vraiment un livre sur sa pensée. Elle a accepté, je crois, parce que il y avait ce terme de trace justement, et il y avait justement ce côté de transmission, qui est un mot qui est souvent revenu dans les interventions au cours des 2 derniers jours. Et justement, j'ai beaucoup insisté sur l'intérêt qu'il pouvait y avoir, à côté de tous les livres qu'elle avait publiés, à côté des nombreux articles qu'elle a écrits, d'avoir quelque part une sorte de, je ne dirais pas de résumé, mais un livre qui reprendrait toute une série de thèmes sur lesquels elle avait travaillé. Et il y avait 2 choses qui étaient importantes là-dedans. C'est justement de toucher à une série de sujets assez différents, puisque dans le livre, on parle aussi bien d'art que du travail ménager, d'avortement que du voile. Donc vraiment, on aborde toute une série de questions. Et alors, ce qui me paraît aussi très important, c'était que ce soit un livre très accessible. Parce qu'il y a une certaine image qu'on peut avoir d'une philosophe féministe, déjà le mot philosophe qui peut faire peur à certaines. Et pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est que Françoise peut aussi être très accessible. Et d'ailleurs, les enregistrements qu'on a fait ensemble, ils ont été retranscrits par une jeune féministe à l'époque, elle avait 20 ans. Elle s'appelle Julie Carlier, je tiens quand même à la nommer parce qu'elle a fait un très gros boulot. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose qu'elle retranscrivait, au début, elle n'osait pas trop dire à Françoise, c'est pas très clair. Et puis finalement, on s'est dit, si, c'est important, justement, si une féministe belge d'aujourd'hui, de 20 ans, ne comprend pas quelque chose, alors il faut l'expliquer autrement. Et Françoise a chaque fois accepté de réécrire certains passages, justement pour que ce soit compréhensible, jusqu'à ce que Julie comprenne. Donc elle a vraiment été la cobaye de l'accessibilité de ce livre. Alors, je ne vais évidemment pas parler de tous les sujets qu'on a abordés, mais il m'a semblé intéressant
de montrer à quel point, dans mon féminisme, dans mon militantisme d'aujourd'hui, ce livre qu'on a écrit ensemble continue à pouvoir me servir de fil conducteur dans certains débats qu'il y a actuellement en Belgique. Et en fait, j'ai pris juste ce à quoi je vais participer dans les 15 prochains jours. Et justement, il y a une série de discussions ou d'événements où la pensée de Françoise va m'accompagner. Et je trouve que ça tombe bien. C'est pas toujours comme ça. Hein. Il n'y a pas toujours dans les 15 jours 3 sujets sur lesquels on a discuté. Hein. Alors, première chose, c'est que demain soir, à Bruxelles, il y a un débat sur la GPA, donc la gestation pour autrui, les mères porteuses, pour le dire très brutalement. Donc, en Belgique, il y a une loi qui vient de passer qui reconnaît la coparentalité des mères lesbiennes, des coparentes lesbiennes. C'est-à-dire que lorsqu'une lesbienne a un enfant biologique, sa compagne ou son épouse, puisque le mariage en Belgique existe depuis 2003, donc la coparente devait jusqu'ici adopter l'enfant. Et c'était une procédure longue avec des interrogatoires par les services sociaux. Donc c'était un peu ridicule. On regardait si l'appartement était assez grand alors que de toute façon la mère biologique était là aussi. Donc c'était tout à fait absurde. Donc c'était une revendication du mouvement homosexuel que la coparente soit reconnue. Et il y a certains partis, y compris de gauche, enfin de la gauche traditionnelle, disons, qui ont essayé d'en profiter pour introduire le fait que puisque quelque chose était accessible aux lesbiennes, ça devait être aussi accessible aux gays. Et donc d'introduire par ce biais-là la gestation pour autrui. Déjà, l'expression gestation pour autrui, ça c'est énervant parce que la gestation c'est pour certaines et autrui disons la gestation c'est pour les femmes et autrui c'est pour les hommes. Donc effectivement, c'est encore un de ces termes neutres qui cache en fait une domination. Donc, il y a eu la tentative de faire entrer la GPA par la petite porte. Ça a été freiné, non pas du tout parce qu'on se préoccupait des mères porteuses, des futures mères porteuses, mais pour l'intérêt de l'enfant. C'était pour ne pas marchandiser l'enfant. Enfin bon, tant mieux, au moins, ce n'est pas passé. Mais le Parti socialiste, notamment en Belgique, a dit déjà maintenant que dans le prochain gouvernement, s'il y participe, il va remettre le sujet sur la table. Donc, il y aura demain soir, un débat dans le cadre de la préparation de la Lesbian and Gay Pride sur ce sujet-là. Alors, j'ai juste besoin d'une phrase de Françoise qui sort du livre. J'avoue que, donc c'est Françoise qui parle, j'avoue que j'ai ratifié plus spontanément la parenté de 2 femmes que de 2 hommes. Ma réserve principale devant la parenté de 2 hommes, c'est qu'elle instrumentalise nécessairement le corps d'une femme. Alors, elle ne dit pas seulement qu'elle commercialise le corps d'une femme, parce que là, effectivement, même ceux qui veulent introduire un projet de loi sur les mères porteuses disent bien, il ne faut pas commercialiser, il faut que ça se passe, qu'on prenne une amie, une sœur, quelqu'un qui ne va pas être payé pour faire ça, donc que ce ne soit pas des hommes riches qui payent une femme pauvre pour avoir un enfant, en fait. Mais elle parle d'instrumentalisation, et de toute façon, même si ce n'est pas commercial, la GPA implique que le corps d'une femme soit simplement utilisé comme un réceptacle. Et ça, c'est une chose que beaucoup de mouvements féministes récusent, moi entre autres, mais c'est un des arguments que je prendrai et que j'aurai puisé chez Françoise. Deuxième exemple, après-demain, donc c'est vraiment tous les jours, après-demain, il y a un débat préélectoral, parce qu'en Belgique, le 25 mai, il y a les élections européennes, mais aussi les élections fédérales et régionales, donc c'est les grandes élections, la mère des élections, comment on a appelé ça. Il y a un débat sur la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet sur lequel moi je travaille. Donc, en dehors de ce que Dominique vous a dit, je travaille actuellement dans une association de prévention des violences faites aux femmes, donc c'est vraiment mon sujet. Et en Belgique, il y a une manie, mais je crois que ce n'est pas uniquement belge, c'est un fait divers, une loi. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, hop, on vient avec une loi pour répondre, et de préférence une loi répressive, pour répondre à ce cas-là. Et il y a eu récemment, vous avez peut-être entendu parler du film de Sophie Peters, donc il y a 2 ans, c'est une jeune étudiante flamande à Bruxelles, qui a filmé le harcèlement de rue. Donc elle avait une caméra sur elle, et elle a filmé les remarques qu'elle avait dans la rue. Tout à coup, la Belgique a découvert que le harcèlement de rue existait. Qui l'aurait cru ? Et donc, il y a une loi sur le sexisme qui vient de passer, le sexisme étant réduit au harcèlement de rue, comme si c'était vraiment le seul problème qui existait en matière de sexisme. Donc la ministre qui l'a fait passer est très, très contente d'elle. Et d'ailleurs, c'était aussi une demande
partielle des mouvements féministes qui voulaient évidemment une loi plus large. Hein, mais bon, elles ont déjà ça. Et ça m'a fait penser à un passage du livre de Françoise qui parlait justement de ce recours à la loi, qui est quelque chose qui ne correspond pas vraiment au premier temps de la deuxième vague féministe. Elle disait « L'ambiguïté du rapport du mouvement féministe à la loi mérite d'être soulignée. Dans les premières années, la libération libertaire l'emporte sur la demande de réglementation et de répression qui viendra plus tard. Il y a quelque chose de fondamental dans ce premier féminisme et qui doit être conservé. Il met les femmes en face de leurs responsabilités, de leur rapport à elles-mêmes, qui est la condition de leur rapport aux autres et au monde. Moins de lois et plus de vie. La loi répressive apparaissait plutôt comme l'émanation et l'instrument du pouvoir et du pouvoir masculin. » C'est une chose que je compte rappeler et peut-être lire au débat qu'il y aura sur la lutte contre les violences faites aux femmes après-demain. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les violences faites aux femmes, hein, que ce soit bien clair. Un monde d'association se bat contre ça, mais on constate qu'on met des lois répressives qui, en plus, ne sont pas applicables. On imagine mal que si on se fait insulter dans la rue par un homme, on va lui dire « Attendez, j'appelle la police et vous allez répéter aux policiers ce que vous venez de me dire. » Donc, ça veut dire que ça ne sera jamais appliqué, mais on a l'impression qu'on a une loi et que symboliquement, c'est important. Par contre, il y a très peu de moyens pour aider les femmes, par exemple, à réagir. Donc, nous, avec mon association, on donne des cours d'autodéfense verbale et physique. Et là, on court vraiment après des budgets pour renforcer les femmes, pour qu'elles puissent réagir elles-mêmes. Le deuxième exemple. Alors, le troisième exemple, c'est effectivement la Pride, enfin donc la marche des fiertés, ce que chez nous on appelle encore la Pride. Ça ne s'appelle plus Gay Pride, mais c'est toujours la Gay Pride, pour le dire clairement. Le cahier de revendications pour cette Pride qui aura lieu le 17 mai, il y a 6 points, et sur les 6 points, il y en a 2 qui se réfèrent aux mères porteuses. C'est dire à quel point c'est obsessionnel, c'est pour eux la grande revendication. Dans toutes les autres revendications même, en fait, on ne parle que des gays. Et c'est quelque chose dont on avait parlé avec Françoise dans un des chapitres qu'on a intitulé « Nos amis, nos alliés ». Alors, petite parenthèse, en fait, certains des chapitres, on a pris des slogans féministes comme « Mon corps est à moi » ou « Le privé est politique ». Pour ce chapitre-là, moi, je voulais l'intituler par un des slogans que je préfère de ces années-là, qui est « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ». Je suppose que c'était trop radical pour Françoise, qui n'a pas voulu, et donc ça s'appelle plus modestement Nos amis, nos alliés. Donc, dans ce chapitre-là, on parle des relations avec les hommes. Qu'est-ce qu'un homme féministe? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme féministe? Mais on parle aussi beaucoup du rapport avec les mouvements homosexuels, et gays plus précisément. Donc, je lui ai fait remarquer que tout au début de la deuxième vague féministe, en 1971, il y a eu une manifestation pour le droit à l'avortement où le phare, donc le Front homosexuel Action révolutionnaire, était présent et où la manifestation est passée devant une église et la manif est rentrée dans l'église au cri de libérer la mariée. Alors, c'est quand même paradoxal que 25, 30 ans plus tard, la revendication du mouvement homosexuel et, je dirais, du mouvement gay, ça a été le mariage. Alors, je sais qu'en France, c'est bien qu'on est entre nous, parce qu'en France, s'opposer au mariage homosexuel, c'est très, très délicat, disons, étant donné tout ce qui s'est passé avec la manif pour tous. Bon, en Belgique, ça a été voté en 2003, il n'y a absolument pas eu de vague, il y a des gens qui étaient contre, il y a des gens qui étaient pour, mais voilà, ça a été simplement discuté au Parlement. Bon, en France, je dois dire que les Belges ont regardé la France avec un certain ahurissement avec ce qui s'est passé, on n'a vraiment pas compris. Mais donc, on en a parlé avec Françoise, de cette donc à l'époque du livre, de la première version du livre, c'était juste une revendication, hein, il n'y avait pas encore... le livre La première année de publication, c'était 2005. Donc en Belgique, le mariage existait déjà, mais pas en France. Et donc, je rappelle à François cette manifestation de 71, et elle me dit, en réclamant leur normalisation, les gays volent en quelque sorte au secours de la société, et plus précisément de l'homosocialité dominante, qui d'ailleurs, après un temps d'hésitation, ne s'y trompe pas. Alors, elle dit le peu de résistance, et là, je crois qu'elle s'est trompée, parce que le peu de résistance, il y a eu quand même plus que peu de résistance au mariage.
que rencontre aujourd'hui cette revendication transgressive en atteste. La question du mariage des homosexuels, qui ne rallie pas l'ensemble des homosexuels, il faut le préciser, n'est pas anecdotique. C'est un révélateur, une plaque tournante. Il faut d'ailleurs souligner l'art de la médiatisation bien masculin qui sous-tend ce mouvement. On peut se demander, en effet, s'il n'est pas plus facile pour une société fratriarcale, sinon patriarcale, de reconnaître l'homosexualité masculine que de reconnaître les femmes, quelle que soit leur sexualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, le mouvement gay approprie ou évince le mouvement féministe. Et de fait, le mouvement homosexuel, enfin le mouvement gay, a beaucoup plus de médiatisation que le mouvement féministe. Et on entend des choses assez ahurissantes dans des débats où des gays viennent expliquer que les femmes devraient comprendre qu'elles ont tout intérêt pour leur libération à être les alliés du mouvement gay, ce qui est quand même un comble, c'est un renversement assez surprenant. Donc voilà 3 exemples de ce que Françoise disait à l'époque, qu'on avait mis dans le livre et qui vont me servir dans des débats qui vont avoir lieu dans les 15 prochains jours. Alors pour terminer, je voudrais prendre peut-être 2 phrases qui, elles, me servent vraiment tous les jours pour répondre aux gros machos, enfin gros ou pas gros d'ailleurs. C'est d'une part une phrase que Diane Lamoureux a déjà citée hier et que j'adore, qui pour moi sert vraiment à définir la façon dont je comprends le féminisme. C'est quand Françoise dit le féminisme, est-ce que c'est le devenir homme des femmes ou le devenir autre des hommes et des femmes? Et pour moi, c'est très clair que c'est le devenir autre des hommes et des femmes, et que le féminisme institutionnalisé tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne parle que d'égalité, donc que les femmes aient la même chose que les hommes. À la limite, enfin même pas à la limite, qu'elles puissent être militaires, qu'elles puissent être patronnes, pourquoi pas, mais ce n'est quand même pas, pour moi, le but du féminisme n'est pas qu'on soit aussi peu ambitieuse que les hommes, disons. On devrait avoir plus d'ambition que d'être comme les hommes. Et la deuxième phrase, je l'aime beaucoup parce que régulièrement, justement, quand moi je râle beaucoup parce que les femmes sont sous-représentées à la télévision, à la radio, enfin dans les médias en général. Et alors, bien entendu, on me dit « Ouais, il faudrait plus de femmes en politique, Margaret Thatcher. » Avant, c'est Margaret Thatcher, maintenant, c'est plutôt Angela Merkel. Hein, mais on a toujours des figures pour dire « Et alors, tu trouves qu'Angela Merkel, c'est très bien ?» Et il y a une phrase de Françoise pour répondre à ça. Elle a dit « Je ne suis pas féministe parce que les femmes sont bonnes, mais parce qu'elles sont injustement traitées. » Et donc, aux gros machos qui me sortent ça, je leur réponds quand il y aura autant de femmes que d'hommes qui seront patronnes, premières ministres, dictatrices, eh bien, on les combattra comme on combat les hommes. En attendant, il faut qu'elles puissent être traitées de la même façon que les hommes le sont. Voilà, je vous remercie. Merci, alors, je donne la parole à Federica Giardini, professeure de philosophie politique à l'Université de Rome 3, qui, en fait, je vais citer un certain nombre de publications auxquelles Federica a participé, mais qui ont été déjà énoncées tout à l'heure dans la table ronde. Et à cette occasion, je fais une parenthèse pour dire que, d'une certaine manière, notre débat maintenant, il est vraiment en continuité de la table ronde précédente. Donc, Federica était donc à la publication donc, de ce qui a été énoncé tout à l'heure de ce grand colloque de l'Association internationale des philosophes femmes en 2006. Et puis, elle est donc, a été donc citée la participation et l'importance donc des passages qui ont été faits et la présence par votre intermédiaire de Françoise Collin auprès de la revue d'IVF, Donna Women Femmes, qui existe en Italie, c'est ça, hein depuis 1975. Merci Federica. Donc pour 15 minutes. Oui, c'est des occasions que Maryse avait déjà signalées, de la présence en Italie de Françoise et où nous sommes croisés. Et je voudrais commencer par mon expérience directe de ce qu'elle entend par dialogue. Et j'appellerai ça, je lui rendrai ça plutôt
avec le mot traduction, qui est une forme de dialogue intense. Là, dans le film, elle disait dialogue, c'est jouer avec le même et l'altérité. Je dois dire que j'ai trouvé Françoise capable de traduction. Et c'était traduction de langue, italien-français, de lexique féministe, d'idiomes féministes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui où tant de femmes parlent dans une langue véhiculaire, où il y a, à mon avis, une sorte de malentendu sur la compréhension qui se fait, parce qu'on utilise les mêmes mots, mais puis finalement, c'est une façon d'effacer, non, la singularité. Françoise, dans cette traduction d'idiome, donc elle disait autorité ou s'autoriser, évidemment, ça n'avait pas la même signification de l'italien autorita qui faisait et voilà, non, ça c'est un exemple. Et nous parlions à travers ça, et en plus les contextes, les conflits, mais, et voilà, là c'est le point pour ma contribution sur la mise à jour du féminisme. Il y avait une traduction par rapport à des positions générationnelles, de génération, c'est-à-dire entre histoire et biologie, parce que évidemment il y avait l'âge, mais c'était aussi des différents commencements politiques. Je n'ai pas participé à l'expérience des années 70, et donc il y avait aussi une temporalité politique de pensée d'urgence qu'il fallait traduire. Et autre chose sur le dialogue comme pratique, l'effet que j'ai vu se réaliser, le signe que le dialogue était en cours, était sur les effets que l'écoute produisait. Pas tellement, ok, on s'est compris, mais avec Françoise, c'était se voir le jour d'après et constater qu'elle avait, pour moi c'était évident que j'assume ce qu'elle me disait, mais de constater qu'elle aussi avait reformulé ce qui avait été dit le jour d'avant en incluant une partie de l'échange. Donc, et ça c'est une façon très forte de pratiquer le dialogue. Bon, alors la traduction, se mettre en traduction fait aussi que on ne peut pas donner l'évidence comme partagée dès le début, mais aussi il peut y avoir des effets de décalage par rapport à ce qui est compris. Il peut y avoir une compréhension inattendue. Et donc, je voudrais faire 3 points. Si le troisième, on verra s'il y a le temps. Bon, à partir du différent, j'ai vu que ici, la question du différent ouverte par Françoise est donnée, non, comme quelque chose de présent et de. Je dois dire que pour les temps d'aujourd'hui, la pensée, la politique, mais aussi les analyses et les stratégies, ce différent redevient fondamental, central, un outil, une façon de penser non pas au sujet, mais à un champ de tension qui produit des positions et que ces positions changent d'époque en époque. Pour moi, c'est très important de le redire comme ça, de le répéter comme ça, parce que c'est une façon de ne pas être entravé par moi-même quand il y a de jeunes gens qui me disent ce qu'est le conflit pour eux en ce moment. Alors de penser que le différent se déplace et dessine, donne de la consistance à d'autres conflits, à d'autres positions dans ce conflit. Et le différent aussi est quelque chose de très important du point de vue théorique,
Parce que par rapport aux études de genre, mais en Italie, les politiques des pari opportunità, qui, en quelque mesure, conditionnent préalablement ce que concernent les femmes, hein, donc, je sais pas, l'avortement, la maternité, non, c'est déjà dit. Le différent permet de récupérer une sorte de distance par rapport aux questions des femmes et de revoir, rouvrir l'analyse sur ce dont les femmes sont concernées par le présent. Alors, et le différent, et sur ça je suis en partie, c'est une question que je poserai à Françoise, plutôt que les femmes et les hommes, le différent situe des positions qui n'oublient jamais leur sexuation, hein, qui est un processus culturel et qui ne dénie pas aussi qu'il y a un côté biologique qui n'est pas si façonnable que ça. On peut l'appeler plastique, mais on ne peut pas penser que c'est du culturel modifiable à gré. Deuxième point, le rapport singulier collectif. Françoise vient de le redire. L'identitaire, dans la pensée de Françoise Collin et dans son attention, hein, c'était surtout du côté du collectif, hein, qui efface la singularité. Ici, je crois qu'il faut faire un retournement d'urgence où il y a quand même la possibilité d'avoir Françoise présente avec ce qu'elle nous a offert. C'est-à-dire qu'il y a une figuration hégémonique qui propose l'individu, hein, comme modèle général. Donc c'est un universel qui se reconstitue comme modèle, c'est ce que Françoise évoquait, mais non pas comme un modèle généralisant, c'est-à-dire que ça n'a plus l'emprise qu'avait le 1 de 1900, disons, la culture, non, d'un modèle social collectif et hégémonique. C'est plutôt l'individu avec tout ce qui descend, donc il y a une sorte de fausse singularité, non? Parce que et en plus, il y a une sorte de substitut du collectif à travers, et ça aussi j'ai trouvé trace en écoutant Françoise, à travers la reconstitution en série sociologique ou statistique des individus, hein. Et le genre, souvent, peut être traité comme ça, hein. On recompose ces individus dans des profils qui sont des procédures. Contribution de Françoise aujourd'hui sur ça. Répondre au besoin d'être plus qu'un individu, hein, par la connexion, le dialogue en tant que pratique, la capacité de mettre en connexion, de se faire aussi plaque tournante, non, par rapport à différents lieux et pratiques. Agir cette connexion, et voici le travail entre philosophie et écriture de Françoise, aussi à travers les noms qu'on donne aux contemporains, hein, c'est-à-dire ne pas laisser abandonner le contemporain au fait que si on se veut libre, chacun doit dire une chose différente, non? Si on donne des noms, ces noms, et je parle d'expérience en cours, hein, en Italie aussi,
Françoise le faisait dans ses analyses, de nommer le contemporain. Nommer la réalité, c'est une façon, et de construire aussi à plusieurs ces noms. Et enfin, de distinguer l'individuel du singulier. Un point que Françoise développe avec Hannah Arendt, mais que, à mon avis, développe au-delà de Hannah Arendt, avec plus de puissance et peut-être plus d'expérience féministe. Et sur ça, je reprends la communication d'Elsa Dorlin, mais aujourd'hui, ça a été repris aussi. Et en Italie, c'est assez évident. Françoise parle du privé politique. En Italie, ça a été plutôt dit le personnel et politique. Non parce que ce privé, en un certain sens, évoque plus l'individualisation d'une vie. Mais ça, je le laisse à la discussion. Je conclus, j'ai combien de temps ? 5 minutes. Bon, alors sur la question des savoirs, nous expérimentons, la majorité d'entre nous, une crise et une reformulation radicale des institutions du savoir, l'université, ce qui signifie aussi l'émergence de besoins de savoir ailleurs que l'université. Sur ça, le féminisme est à l'avant-garde sur cette conscience. Alors, savoir féministe, savoir des femmes. Je laisse genre, mais ça peut jouer dans ça. J'ai dans la tête les sens pluriels que Françoise donne au mot féminisme dans Parcours féministe, par exemple. Mais j'ai aussi présent la réaction de jeunes gens en Italie, jeunes hommes, jeunes filles et queer, très souvent, qui donc s'identifient pas, qui assument le féminisme comme quelque chose dont ils peuvent faire un lien généalogique. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à la réception de Judith Butler en Italie, qui s'est faite dans la deuxième moitié des années 90 et au tout début, mais c'était plus une question de rapport entre générations et donc politique plus qu'une question théorique. Judith Butler en Italie a été jouée au début contre le féminisme, comme une façon de se défaire des femmes et donc du féminisme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On travaille sur les textes. Moi-même, je travaille avec des gens plus jeunes que moi sur les textes féministes et on tisse ce lien. Et donc, savoir féministe qui est bon non seulement pour les femmes, en tant que rupture, en tant que savoir non identitaire, mais savoir qui a demandé une justice pour tous, toutes, chacun, se devenir autre de la société, des hommes et des femmes. Donc un savoir qui ne porte pas sur l'identité, ce n'est pas un savoir des femmes, quoique sur ça, je dois dire que le côté disons pratique ou concret ou attentif à la réalité de Françoise nous rappelle toujours, bon très bien, ne faisons pas d'identité, mais quand il y a un féminin sans femme ou un queer où il n'y a que les hommes qui parlent, alors peut-être là se repose le problème, non, d'en dire quelque chose sur la présence des femmes. Je disais, un savoir féministe qui ne s'adresse pas à des questions spécifiques des femmes. Et là, ça c'est mon expérience, et là aussi je me demande si Françoise, quoique ayant fréquenté
non, la pensée marxiste, hein, plutôt de repartir d'un couple qui a été interrogé par le féminisme, qui est le couple production-reproduction, mais avec la conscience qu'aujourd'hui, c'est la reproduction sexuelle, mais aussi sociale, qui est au centre et qui est plus inclusive pour une analyse par rapport à la production. Et ça, je peux dire que c'est un travail que je fais par rapport au mouvement des biens communs qu'il y a en Italie. Et c'est en effet comme ça. Hein. C'est la question, l'enjeu, c'est la reproduction sociale en ce cas-là. 3 points. Qu'est-ce qu'on entend par reproduction sociale? Donc, quelle serait la tâche d'un savoir féministe pour tous, pour toutes, pour chacun et chacune? Reproduction, c'est l'économie. Une économie qui ne sépare plus le matériel du symbolique, les processus culturels des processus nécessaires à la survie, les besoins physiques des besoins pour l'épanouissement des sujets. La forme reproduction signifie interroger la forme des liens de solidarité, hein, leur économie, leur forme juridique, mais aussi les instituts sociaux qui répondent à ça. Sur ça, je rejoins Irène. On ne peut pas compter seulement sur le juridique pour redéfinir ces formes de solidarité dont nous avons besoin. Là où non, le welfare étatique, peut-être en France c'est moins dramatique, mais en Italie ça se sent beaucoup, vient en retrait. Et aussi la question de l'affiliation et des alliances entre sujets politiques. L'intersectionnalité a été nommée. Oui, je peux dire oui, je suis d'accord que c'est des profils de solidarité. Je voudrais bien que ce ne soit pas des profils établis de façon statistique, non? Statistiquement, quel est le groupe en souffrance et donc il faut les croiser entre eux. Et voilà. Et le dernier, ça a été une grande question sur laquelle Françoise a été avec beaucoup d'autres, la question du rapport du sujet à la prise de parole, hein, qui n'est pas seulement une question d'accès à l'espace public, c'est une question aussi de l'intériorité, non, d'un espace d'élaboration, des sujets qui sont à venir dans ce rapport, donc une vigilance sur ça, mais aussi des sujets qui sont en voie de révolution par rapport à la prise de parole. Voilà, je termine sur ça. Merci. Merci. Donc, je donne la parole à Elénie Varicas, bon, qui est dans l'équipe de coordination du colloque. Donc, vous avez déjà entendu et vu son nom, professeur de sciences politiques. Alors, moi, j'avais... Émérite. Hein? Émérite. Oui, mais j'avais mis... mais c'est pas sur le programme, mais j'avais mis historienne aussi. Mais... Ça va, Et donc, entre autres publications, donc avec Françoise Collin et Evelyne Pizier, de Platon à Derrida. Et donc, voilà. Elénie, je te donne la parole pour 15 minutes. Ah oui. Bon, je voulais d'abord, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, parce que je voulais pas prendre le temps de des gens qui parlaient à la table ronde que je présidais hier. Je voulais juste dire un mot sur qui a été un peu actualisé par ce que tu as... Enfin, je peux te tutoyer. Par ce que tu as dit sur la traduction. Et sur Françoise et la grande impression
que m'a fait Françoise, non seulement parce que je lisais les cahiers du Griffe, etc., l'accueil qu'on a eu des illustres inconnus, un peu, enfin, qui essayons de faire des guérillas avec des séminaires derrière le dos de Michel Perrault, etc. Enfin, je veux dire, on n'était pas connus du tout, et qui posions justement la question du genre, mais disons précisément comme une question de rapport de domination et de principe d'ordre, disons, et de langage de pouvoir, disons. Donc, dans un contexte où, encore aujourd'hui en France, ça passe pas. Ça passe pas pour des tas de raisons. Et la preuve est que, enfin, une des indications est le fait que l'offensive antiféministe, homophobe, etc., se fait sous l'appellation la théorie du genre. Hein, bon. Et par ailleurs, on le voit aussi dans le fait que, bon, quand on parle du genre, en général, on a dit, bon, on en a été obligé avec l'institutionnalisation. Bon, donc je dis tout ça parce que en 86, donc, enfin, on avait invité donc John Scott de nous parler de cet article et de toutes les grandes bagarres qu'elle a eues avec tous les historiens anglais, E.P. Thompson, etc. Bon, on a voulu faire quelque chose. Elle aussi, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est encore une mode américaine, etc. Mais justement, ce qui m'a vraiment frappée, c'est la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable, pendant qu'on parle, de s'intéresser tout de suite à quelque chose qui était étranger, qui est resté pendant quelque temps, hein, pendant nos discussions de comment on va fabriquer la revue, etc., qui est resté en tension. Et à la fin, comme je disais l'autre jour, c'est elle qui a trouvé le titre qui était à la 4e de couverture. Quel est donc quel est le genre de cette histoire, qui est l'histoire du genre humain, qui est tout à fait Françoise. Je voulais donc dire que c'était quelque chose, c'était une expérience assez unique, non pas, et pourtant c'est bon, j'ai eu de très bonnes relations en France avec dans le disons le monde du militantisme féministe, mais aussi des études qui commençaient. Mais je pense que c'est cette capacité de traduction et aussi de revenir. C'est ce que tu as dit tous les jours. Je voulais vraiment le souligner. Et c'était d'une certaine manière aussi le début de collaboration espacée, c'est-à-dire on se perdait, on se revoyait, etc. Voilà. Et bon, je voudrais revenir ici sur un point qui a été évoqué de plusieurs manières dans ce colloque hier. Je suis très frustrée que je n'ai pas pu être là aujourd'hui. Et qui est au cœur, je pense, de la vision qu'avait Françoise du caractère inédit du féminisme par rapport à d'autres mouvements. Bon, quand elle dit qu'il s'agit d'un penser agir, réactivé dans chaque conjoncture, ce qui veut dire, et je la cite, que dans chaque conjoncture, comme l'écrivait Hannah Arendt, dit-elle, il faut être capable de juger et de décider sans la représentation d'un modèle résolutoire établi, c'est-à-dire sans avoir un modèle qu'on va appliquer. Et je pense que, voilà, donc je pense que c'est important pour plusieurs raisons, mais aussi, comme je dirais tout de suite après, pour penser ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elle est très précieuse dans les intuitions qu'elle nous donne pour la remise à jour. Hein. La remise à jour est quelque chose vraiment de très important et parfois assez difficile.
Pour le féminisme aujourd'hui, ça dépend des pays, mais je pense, je dois mettre le réveil, comme je dis. Voilà. Donc, alors, pourquoi est-ce que... j'ai toujours été très attirée avec cette définition. D'une part, précisément parce que c'est plus généralement, comme souvent avec Françoise, une définition aussi du politique, c'est-à-dire de l'imprévisibilité du politique, parce que je n'agis pas seule, mais les autres agissent aussi. Je pense que pourquoi est-ce que le féminisme est une révolution permanente qui redémarre et qu'il faut à chaque fois remise sur le tapis pour juger et décider. D'abord parce s'il n'y a pas de modèle préalable, il faut la définition de la liberté des femmes, la définition de l'égalité. C'est quelque chose qui revient, qui est une question qui ne peut pas être résolue, qui n'est pas donnée d'avance, que dans le cadre précisément d'une capacité de ce dialogue pluriel et qui n'est pas toujours le même. Je pense que c'est donc qui n'est pas. Et je pense qu'on est dans un pays qui a une tradition je pense que dans la plupart des pays, il y en a, qui a une tradition et des généalogies féministes qui ont des corpus de référence quand même, malgré le fait que bien sûr, le féminisme a bousculé ça. Par exemple, en l'égalité, pourquoi est-ce qu'on pense l'égalité comme une égalité avec les hommes, c'est-à-dire être comme les hommes, et pourquoi on ne la pense pas comme l'égal accès à la liberté, ce qui est aussi une autre définition de la liberté, et ce qui a existé dans l'histoire du féminisme, par exemple chez les saint-simoniennes, etc., etc. Je pense que c'est intéressant de se demander sur ce type de choses. Et si je dis ça, c'est parce que ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est une question qui a été posée, mais qui a été effleurée hier sur la question postcoloniale. Ça a été posé un peu par Sonia, mais aussi par l'intervention de Nadine Plateau, qui était très, très intéressante hier. Et ça se pose aussi, de fait, c'est une question qui se pose au féminisme européen, de manière sans doute différente. Je ne les connais pas, je connais quelques-uns, mais pas tous, mais qui se pose de manière différente aujourd'hui. Et j'étais très intéressée par votre intervention parce que, précisément, je pense que Françoise nous donne des outils pour penser cette difficulté de créer cet espace, un espace dans lequel la difficulté du féminisme en France, mais aussi dans d'autres pays, de résister, disons, à une offensive, disons, raciste qui a au cœur quand même le corps des femmes, où l'enjeu des femmes, où le voile, par exemple, constitue une sorte de frontière qui définit la bonne féminité, la capacité de se libérer, la capacité de devenir sujet ou pas, a été quand même un des problèmes, et je pense que ça continue à être un des problèmes, dans une Europe qui a une nouvelle génération de citoyens un peu partout, on pouvait les appeler les nouveaux Européens,
comme on disait, les nouveaux chrétiens dans d'autres temps, et dont les historiens nous avons appris comment, enfin, ça fait partie quand même des techniques, des mises à part et de catégorisation, et dont on ne sait pas, on ne sait même pas la validité, puisqu'on n'a jamais l'occasion de précisément créer, enfin on a très rarement, je ne dis pas qu'on n'a jamais, hein, bon, mais c'est très difficile, c'est-à-dire à la limite, je pense qu'on a plus souvent l'occasion de créer ce type d'espace dans les facs, dans des endroits qui ne sont pas forcément, enfin, on aurait préféré qu'on le fasse dans des espaces à nous, disons, féministes, et un espace où on peut créer du commun, pas dans le sens justement, enfin, pas dans le sens du même, même pas dans le sens de la création des consensus, hein, mais dans le sens de création d'une ouverture à la communication, c'est-à-dire une ouverture à la communication qui prend précisément, d'une part, qui prend, disons, qui pose quand même le problème de la définition hétéronome, pas seulement aujourd'hui, hein, mais pendant, disons, c'est toute une généalogie. Disons, on ne sait jamais, par exemple, on n'a jamais vraiment su l'histoire des féminismes orientaux. Enfin, bon, on le sait un peu aujourd'hui, hein, mais bon, on a très peu su. Pourtant, il y a eu des histoires de féminismes orientaux. Et quand je travaillais sur la Grèce, je me suis rendu compte que la Grèce en était un, mais moi, je pensais que non, on était européens. Donc j'étais très fâchée quand je voyais que c'était décrit comme bon, l'émancipation des femmes de l'Orient. Parce que bon, c'était l'ex-empire ottoman, etc. Donc, bon, je pense que bon, Françoise, la pensée de Françoise et surtout, bon, toute sa réflexion sur le donné. On ne peut pas faire table rase des données. Et je pense que, mais à condition qu'on voit qu'est-ce que c'est ce donné qui nous concerne. Et je pense que, si on prend l'exemple de cet exemple précis, qui est intéressant parce qu'il est à la fois d'une importance générale. Il ne concerne pas que les femmes. Je ne veux pas faire un dessin, mais il y a en Europe depuis surtout depuis le 11 septembre, mais je pense aussi avec l'irruption dans l'espace je ne peux même pas dire des démocraties européennes, enfin des pays européens, ils ne sont pas tous démocratiques, de nouvelles générations qui viennent soit de l'histoire de la colonisation, soit de l'histoire de l'immigration. Il y a une remontée du racisme et de tous les racismes d'ailleurs, pas seulement contre les musulmans, mais tout particulièrement de l'islamophobie, qui pose un problème plus général. Mais je pense que ça nous concerne aussi de manière plus particulière parce que ça rappelle comment quelque chose qui fait partie de l'histoire du féminisme aussi des femmes, qui est la centralité du genre dans, disons, dans les enjeux nationalistes, puisque, disons, le genre a toujours été, dans les temps modernes, dans le dernier siècle, dans le siècle du nationalisme, a toujours été un mode à la limite, disons, un enjeu aussi de propagande pour le nationalisme. Et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment terrible de le voir dans des pays comme
comme la Hongrie, comme la Grèce, bon, je donne 2 exemples que je connais un tout petit peu, mais je pense qu'il y en a d'autres, de voir comment le sexisme et l'homophobie, en particulier le sexisme contre les femmes étrangères et colorées, entre guillemets, comment dire, fait passer toute une autre série des dimensions des partis d'extrême droite et des partis fascistes, néo-nazis, etc. Donc, c'était donc pour dire que ce n'est pas... je pense que là, donc, pour revenir à la question du donné, le donné n'est pas seulement ça, c'est aussi toute la généalogie, c'est-à-dire c'est aussi la manière dont, comme disait Benjamin, autrefois rencontre le maintenant et forme une constellation assez particulière à celle qui est aujourd'hui. Et je me demande si, le fait que, par exemple, le fait que le discours, ça a été posé hier par Diane, qui n'avait pas le temps de la poser en courant, dont le féminisme et l'égalité des sexes, enfin surtout l'égalité des sexes, est utilisé à des fins racistes, au sens, c'est nous qui avons l'égalité des sexes et les autres sont des sous-développés, a aussi toute une histoire de la participation des femmes et des féministes, de certains courants féministes qui parfois étaient majoritaires, comme les suffragistes anglaises par exemple, dans la mission civilisatrice, c'est le mot qu'elles utilisaient, c'est pas moi qui le fais, et dont Virginia Woolf a vraiment écrit des choses magnifiques, sur lesquelles Virginia Woolf a écrit des choses très intéressantes et très actuelles, je pense, précisément parce que, il y a cette constellation. Alors je me demande, la question que je voudrais poser, moi je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi on a cette difficulté? Parce que ce n'est pas que le féminisme, en tout cas, moi je suis une vieille de la vieille, donc ça va. J'ai vu le premier. Mais ce n'est pas que le féminisme ne s'intéressait pas à l'articulation des rapports de domination. J'aime pas beaucoup le terme intersectionnalité, mais je comprends, donc ça va, chacun utilise le terme qu'il veut. Si on est d'accord sur le sens. Je pense qu'il y avait un souci. Moi, je suis venue la première fois en France en 1971. Il y avait déjà à l'époque un souci sur la manière de croiser les diverses dominations, pas seulement de classe, mais aussi, par exemple, il y avait beaucoup de militantisme, femmes africaines. Il y avait pour moi, c'était quelque chose de très très nouveau. Mais on voit aussi, on l'a vu hier aussi, et on le sait si on a lu les cahiers du Griffe, que ces questions se posaient à cette époque, et non seulement au cahier du Griffe, mais ailleurs. Et après tout, une partie des féministes en France ont été, d'une manière ou d'une autre, très influencées et sensibilisées aux gens ou à l'oppression des femmes. Et aux États-Unis, avec la lutte contre le racisme, civil rights, etc. Il y avait aussi, on avait parlé aussi avec Françoise. Françoise vient des États-Unis, et bien sûr, là, c'est le féminisme, mais ce féminisme était vraiment imbibé de cette expérience antiraciste des civil rights, mais je parle aussi de Christine Delphi, d'autres féministes. Et donc, je me pose une question. Comment expliquer que nous n'avons pas été, que nous ne sommes pas, je vais finir avec ça, ne vous inquiétez pas.
C'est 14 minutes et 46. Comment expliquer que nous n'avons pas été capables de voir le danger qui existe dans cette situation de séparation? Et je dis encore une fois, je ne pose pas la question disons, d'être d'accord avec tout le monde, d'être d'accord avec d'être d'accord avec la mise en cause de la laïcité, etc. Mais d'un véritable débat qui a très rarement existé avec les voix de tout le monde. Hein. Et je suis d'accord avec toi que les voix de tout le monde, et surtout les voix qui luttent pour que leur voix s'entende, est vraiment très importante, je dirais même essentielle pour la création d'un commun aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Alors, je ferai différents commentaires aussi, si les unes les autres. Sur l'enjeu, moi, c'est vrai que j'entends et je retiens sur cette capacité d'avoir à la fois, et d'une certaine manière, c'est vrai que le film était assez à propos, jusqu'où le féminisme, c'est le féminisme, et comme Irène nous a rappelé, c'est sur un autre monde, sur un monde commun, en essayant d'être pensé dans l'avant. Donc, il y a à la fois cette perspective. Il y avait la perspective de Frédérica effectivement sur cette dimension qu'aujourd'hui, dans ce monde commun, peut-être c'est précisément là au cœur de cet entrecroisement. Et Irène aussi l'a posé sur les questions des nouvelles technologies de la reproduction, et qu'est-ce que c'est que le débat de la population, qu'est-ce que c'est que aujourd'hui nos débats. Et d'une certaine manière, et toi ici également, Elénie, tu le poses parce que dans ce brassage indispensable d'aujourd'hui de nos populations, on n'est plus jusqu'où est-on capable d'être dans ce dialogue. Et j'avais en tête plutôt aussi d'un certain nombre de discussions qui ont été menées à la fois ce matin et puis hier, donc de savoir, c'est vrai jusqu'où dans l'agir et dans le penser du féminisme, il agit, et puis il rentre il réalise. Et il réalise ces nouvelles normes. J'ai de ces inquiétudes de jusqu'où, quand on a revendiqué ou constitué, donc jusque dans la loi, qui sont des lois, en même temps, on ne va pas dire qu'elles n'étaient pas nécessaires. Elles sont aussi des bonnes lois. Il y a des écarts dans leur mode d'application, etc. Voilà. Donc, voilà mon premier commentaire. Mais je voudrais avoir, avec ce commentaire, laissé le temps à la salle de poser des différentes questions. Oui, moi, je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Irène, parce que je crois qu'il faut revenir à un point d'histoire qui me paraît pas tout à fait juste dans ce qui a été énoncé, et ce qui est écrit d'ailleurs dans le livre, et qui est aussi un enjeu contemporain sur la question de la mixité. Ce n'est pas une manifestation du phare qui a interrompu le cortège de la mariée dans l'église, c'est la manifestation organisée par le MLF et le MLA le 20 novembre 1971. Et je crois qu'il faut revenir sur cette histoire de la manifestation et de la création du phare, parce que justement, du point de vue de la mixité, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi ? En avril 71, il se trouve que j'ai le texte là. Voilà ce qui est le manifeste du phare. Nous ne faisons pas de distinction entre nous. Nous savons que hommes et femmes vivent une oppression différente. Les hommes trahissent la société mâle. Les femmes homosexuelles sont aussi opprimées comme femmes. Et toute l'histoire de l'année 1971 et du mouvement homosexuel et lesbien de 1971, c'est justement ce débat qu'il y a eu autour de la mixité à partir de la première manifestation mixte, il faut bien le dire, à propos de l'émission, enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais bon, je pourrais, si on veut. Voilà. Et petit à petit, et y compris lorsque a été publié le rapport contre la normalité en septembre 71, ce rapport contre la normalité affirme encore dans ce rapport l'unité
entre lesbiennes et homosexuels. Et après, c'est la pratique des assemblées générales qui, peu à peu, a fait la scission par la prise de parole toujours plus envahissante des homosexuels hommes. Et cette question, donc c'est pas, enfin voilà, c'est pas une manifestation du phare. Et d'ailleurs, il y a plusieurs livres qui recensent ça, dont entre autres l'histoire, la première histoire du MLF avant qu'il soit enterré, en 1977 de Tristan et j'ai oublié le deuxième, Pisan. Pisan, hein. Et puis le livre de Françoise Pic qui rappelle cette question-là, avec d'ailleurs une appréciation qui est discutable, hein, puisque c'est la question de mauvais goût qui est indiquée. Donc je crois que cette question-là est importante. Et voilà. Et moi j'ai une autre question que je vous, et en particulier aux collègues venus d'Italie, du Québec et autres, c'est comment vous avez, à part l'étonnement, parce que quelle explication vous avez-vous de chez vous de ce qui s'est passé en France avec la question du mariage pour tous. Et je dis que cette question de mixité est une question d'enjeu contemporain du féminisme, parce qu'il y a des mouvements féministes mixtes aujourd'hui, de plus jeunes que nous, enfin que moi en tout cas. Et voilà, et je crois que cette question de la mixité, c'est une question importante. On prend une autre série, on fera d'abord 3 séries de questions, puis après vous répondrez aussi. Non ? Mais c'est aussi pour la salle. Oui. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Alors, je ne vais pas poser une question, en fait, je vais faire une remarque. Enfin, je veux dire, voilà. Parce que j'ai été étonnée, en fait, d'entendre... Enfin, c'est comme ça, chacune a le droit de penser ce qu'elle veut, mais j'ai été étonnée d'entendre que Françoise Colin était fondamentale, mais pas radicale. Et pour moi, elle est radicale, en fait. Elle a... Et je pense qu'on a tendance à penser qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle a elle a une certaine culture de l'aporie. Et je crois que c'est pas parce que, de grands penseurs comme Montaigne, comme les plus grands sceptiques, ont cultivé l'aporie. Et ce sont eux aussi les premiers, en tout cas parmi les premiers, qui n'ont pas vu des hommes qui leur étaient présentés comme sauvages, comme des sauvages, et qui ont mis en doute les rapports hommes-femmes en disant que les hommes étaient jugés partis. Donc la façon dont elle ouvre les questions et qu'elle empêche le sens de se refermer, comme disait Mara hier, je trouve que ça permet à beaucoup de femmes, comme moi notamment, de se reconnaître dans son propos. C'est-à-dire, cette ouverture-là a fait que moi je me suis complètement retrouvée dans son propos et que quelque chose de mon intimité était comprise, voilà, dans le plus profond de ce que je suis, et que cette intimité, elle a rapport au social, et qu'elle a une faculté à exprimer ça, Françoise Colin, qui est absolument fabuleuse. Et voilà, après, je voudrais juste dire un petit truc à une femme qui a demandé, qui a posé une question tout à l'heure sur les femmes artistes ou femmes écriture féminine, etc., qui a un article qui s'appelle « Le sujet et l'auteur », qu'on peut trouver dans « Je partirai d'un mot ». Et voilà, et je trouvais aussi, et je termine là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, que ce qui a été dit par rapport au rapport entre Butler et Françoise Colin, bien sûr, évidemment que ce sont des penseuses qui communiquent ensemble et sur lesquelles on peut retrouver des points communs, mais il y a aussi des choses qui pour moi, maintenant ça n'engage que moi, les distinguent aussi fondamentalement, notamment l'usage qu'elles font de termes comme assujettissement et domination. Voilà, pour moi, Françoise Colin, je la mets du côté d'une pensée de la domination, voilà, notamment avec le rapport qu'elle entretient avec le mot asymétrie, alors que je pense que Butler revendique et défend le mot assujettissement. Voilà, bon, il faudrait développer, mais voilà. Non, c'est des petites remarques à propos, c'est pas des demandes, mais c'était une chose que j'avais déjà commencé à réfléchir avec Eleni, et c'était un discours que je partage avec vous par rapport, et aussi à quoi faire avec l'intervention de Federica Giardini. D'abord, une précisation importante. Je trouve que vraiment Françoise part pas d'individualité, mais de subjectivité, de singularité, et tient vraiment à l'utilisation des mots, à ce mot-là. Et surtout par rapport à la révolution. On avait réfléchi avec Eleni en disant qu'il fallait penser peut-être à des insurrections. Ça veut dire que Françoise, la pensée de Françoise, la considérait vraiment comme une boîte à outils, comme j'ai dit, par rapport à l'écriture, mais pas par rapport à les pratiques politiques et des insurrections,
la capacité de dessiner des cartographies insurrectionnelles. Qu'est-ce que ça va dire? Des possibilités de penser, des subjectivités nouvelles, de travailler dans la marginalité et de voir comme la marginalité, c'est une capacité de résistance. Et nous, on avait réfléchi ensemble aussi comme la pensée, alors, de Walter Benjamin, que Françoise cite pas, mais à mon avis, il est présent aussi dans l'article que Marie-Blanche Daon vient de rassembler, La marque de la trace, où il y a toute l'histoire de l'immémorial. Il y a aussi une temporalité c'est une temporalité interrompue. C'est la force du négatif qui est là. Et il y a aussi, à mon avis, un concept que j'ai emprunté à une féministe italienne, Carla Lonzi, la capacité de penser chez Françoise des sujets imprévus de l'histoire. Pour cette raison, mais c'est des possibilités que sa pensée ouvre parce que c'était des possibilités qui nous donnent aussi pour notre féminisme à penser et toutes les questions qu'Eleni justement soulevait. Merci. Oui, moi j'ai beaucoup aimé comment Frédéric a présenté les choses. Les questions que tu as posées, vous avez posées, la manière dont vous le faites. Et je me disais, il y a cette histoire de génération qui est très intéressante. C'est-à-dire que, je crois, et par rapport à la reproduction, parce que d'après ce que j'ai lu de Françoise Collin, elle n'aimait pas le mot reproduction pour parler de la génération, parce que la reproduction aurait supposé que l'enfant est un produit, que la grossesse est un travail, et qu'au fond, tout ce vocabulaire économique ne rendait pas compte du phénomène de la génération. Mais du coup, dans votre exposé, il y a deux sens du mot génération. C'est-à-dire une génération, c'est aussi ceux qui sont avant nous et ceux qui viennent après nous. Et je pense que ça serait intéressant de travailler ces deux sens à la fois. Et cette idée, effectivement, que quand on est d'une génération plus ancienne, on ne comprend pas les commencements d'où partent les nouveaux. Et là, il y a souvent des grands malentendus parce que nous avons l'expérience. Chaque génération a son expérience. Et on ne vit pas le moment, l'expérience à partir de laquelle la génération d'après pose ces questions. Et il me semble que c'est une question très, 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 très importante. Et alors, il y a une alors justement, ça me faisait penser à la notion arendtienne de tradition cachée, mais qui en fait ne colle pas. Parce que dans l'idée de tradition cachée, il y a l'idée que justement, à différentes générations et dans différents endroits, où une expérience de même type sans être la même se produit, eh bien, des individus vont être affrontés à de mêmes problèmes et donc élaborer une réflexion sur leur situation qui fait écho à la réflexion de l'autre, mais sans qu'il y ait eu transmission. Et donc, c'est une tradition cachée parce qu'elle n'a pas été transmise par une institution d'une certaine manière. Mais là, ce n'est pas tout à fait pareil. Cette question-là, la question du langage, d'un langage possible entre des générations, parce que l'expérience des nouveaux est toujours autre. Je crois que c'est une question très importante. Et que voilà. Ah oui, non, oui, alors justement, autre chose sur l'histoire de la reproduction. Moi, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait ouais, les homosexuels, ils ont aussi le droit de transmettre leurs gamètes. Il n'y a pas de raison, les autres, ils transmettent leurs gamètes, pourquoi pas nous? Bon, d'accord, mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et d'une certaine manière, dans le discours anti-biologisant, il y a toujours... En fait, il ne se réfère qu'au discours de la science. C'est ça qui me sidère toujours. Venir dire, moi, je veux aussi transmettre mes gamètes, ouais, bon, d'accord, mais problème, quoi. Oui. Oui, puisqu'on ce moment, c'est sur les perspectives féministes. C'est vrai que moi, parmi les perspectives, je me dis, mais qui va jouer pour nous le rôle que jouait Françoise Collin? Quand je dis nous, c'est plusieurs d'entre nous aujourd'hui qui sommes de la Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est-à-dire qui travaillons avec les femmes victimes de violences, entre autres, avec toutes les femmes. Parce que c'est vrai qu'elle est très souvent intervenue dans nos universités d'automne. Elle était vraiment notre penseuse préférée, ou notre penseuse,
Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle avait de particulier pour que ce soit comme ça? Et c'est vrai que ce matin, quand vous parliez des œuvres, et qu'elle dit que les œuvres des femmes lui donnaient à penser, et qu'en même temps, ça nourrissait, vous avez dit, ça nourrissait sa pensée du monde, j'ai l'impression que c'était ça. C'est-à-dire que ce qu'elle nous restituait, c'est qu'on lui donnait à penser, et on sentait que ça nourrissait sa pensée du monde. Et ça, on le sent rarement dans notre lien avec les universitaires, avec les chercheuses, parce qu'on est toujours, maintenant, on est devenu l'objet de leur recherche. Alors que, au début des cahiers du Griffe, on n'était pas l'objet des recherches. Et aujourd'hui, il y a cette séparation dont vous avez parlé un petit peu à la fin, ce mot séparation. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. Il y est dans la salle, la séparation. Enfin, le colloque, il est pensé dans la séparation. En tout cas, c'est un premier colloque. Peut-être qu'il y en aura d'autres, justement. Ce sera penser, agir, avec Françoise Collin, peut-être. En tout cas, enfin, pour moi, c'est cette question de ce lien qui ne se fait plus. C'est pathétique, et je ne sais pas comment on pourrait le faire réémerger. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En tout cas, je pense qu'il y a dans la pensée de Françoise Collin de quoi nourrir des perspectives sur ce sujet précis. Moi aussi, je suis une militante, je suis à la Maison des femmes de Montreuil, mais aussi à l'Institut Émilie du Châtelet. Je voudrais juste dire que l'Institut Émilie du Châtelet comporte un conseil d'orientation où il y a des militantes et qui est plus chargé encore que les autres instances de faire la diffusion et le lien. Je crois que c'est la grande originalité, que c'est pour les femmes, le féminisme, les études sur le genre, ce que nous essayons de faire. Voilà, c'est pour vous rassurer, c'est aussi pour dire que j'espère bien que le féminisme, il me semble que c'est quand même un des mouvements les plus importants et où le lien entre, comme on dit, le terrain et la recherche est très important. Voilà. Justement, par rapport de questions que vous avez posées, vous avez abordé, je me souviens que plusieurs fois on posait de Françoise Collin. C'est pour ça qu'il y avait le moment qui prenait la distance de milieu universitaire, parce qu'on est devenu objet comme femme. Je suis bien placée, par exemple, par rapport de féminisme, islamisme, qui était absolument formulé dans les universités depuis les années 80, les universités anglaises, américaines, françaises, et puis toutes ces formules qui est allée dans nos pays d'origine, en Moyen-Orient, cette formulation qui était posée ici, qui était formulée à l'université, parce que c'était un champ inconnu. Et c'était hyper intéressant de parler qu'est-ce que c'est féminisme islamique, islam révolutionnaire. Et comme je suis iranienne, pour ceux qui ne le savent pas, et puis nous, les féministes laïques, je veux dire que depuis un siècle, depuis 150 ans, on a la lutte pour la liberté et la laïcité et démocratie en Iran. Tous nos histoires étaient rayées. Ça intéressait personne parce que c'était pas exotique. C'était quelque chose qui ressemblait au mouvement féministe des Européens. Moi, je me souviens que je travaillais sur la question de l'image de la femme dans le cinéma parce que je suis cinéaste. Je proposais le projet. On me demandait, est-ce que tu peux parler de l'image de la femme dans l'islam ? Et puis je disais, expliquez-moi l'image de la femme dans le christianisme ou des autres religieux. Je veux dire, dans la religion de l'islam, jusqu'à là, n'était pas posée la question d'image de la femme dans le cinéma. Dans mon pays, s'il y a une image de la femme à étudier, c'était image de la femme dans la société ou dans la littérature, dans la poésie, dans l'art. Mais dans la religion, on me demandait de faire ça. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont allés, qui racontaient des choses. Et le terme de féminisme islamique
est sorti par là. Après, c'était formulé, on a vu, nous, moi je suis très sensible parce que dans mon pays c'était imposé. Et le foulard islamique était imposé et les autres vraiment prenaient à léger et puis ils cherchaient vraiment quelque chose dedans que maintenant, quand vous dites l'histoire de foulard, l'histoire de foulard en 1979 n'était pas posée comme ça pose aujourd'hui en France. En 89, avec dans les séminaires de Françoise Collin, je me souviens, elle avait invité Françoise Gaspard quand c'était de nouveau de foulard dans les banlieusards. On discutait de ça, et puis ça restait entre nous. Je veux dire, ça intéressait pas les universitaires. Et puis moi, j'ai été imposée, je suis 4e génération des femmes modernes, que mon arrière-grand-mère, elle a lutté dans la lutte politique et sociale pour la laïcité et la démocratie dans mon pays. Nos histoires, c'est absolument effacé, ça n'intéressait personne. On était tamponnés comme occidentalisés. On ne comprenait pas qu'est-ce que c'est occidentalisé. C'est par rapport de votre jolie formulation qu'on est devenu objet de recherche, que chez les militantes féministes aussi en France, moi j'ai vu beaucoup de militantes que je milite ici, il y avait pas mal de moments qu'on prenait la distance de l'université. Merci. Est-ce que, je fais un tour d'horizon, mais est-ce qu'il resterait une question Juste une petite question. Il en reste une. Bon. En fait, je me posais la question de me mettre un peu en position arrière. Par rapport à la notion de l'Internet et de la pratique de l'Internet aujourd'hui. Parce que je pense que derrière l'Internet et la pratique de l'Internet, il y a aussi le risque d'un enfermement par la multiplication des croyances de chacun qui renforce le côté minoritaire. C'est-à-dire que chacun va chercher, peut-être ce que j'ai compris de Françoise Collin que je ne connaissais pas, c'est-à-dire son pareil, mais pas pour faire un lien comme elle le proposait dans le dialogue, mais plutôt pour faire juste du pareil. Et du coup, on revient vers un identitaire cristallisé contre. Ce qui semble aller, d'après ce que vous avez expliqué durant ces 2 jours, contre justement toute cette idée de dialogue. Donc en fait, je me demandais, et moi c'est ce que j'ai ressenti vis-à-vis de ça, c'est savoir si en fait vous n'étiez pas, je dis vous parce que je ne me projetais pas dans cette idée-là du féminisme. Est-ce que la pensée féministe aujourd'hui, elle n'est pas justement tombée dans le côté minoritaire, et que ce côté minoritaire, c'est peut-être très violent ce que je dis, je ne me rends pas bien compte, c'est un peu naïf de ma part, et en fait je me dis, est-ce que ce côté minoritaire qui se démultiplie dans l'Internet, justement cette dissolution que vous avez de la notion de la pensée féminine, est-ce qu'elle n'est pas aussi en rapport avec un problème de changement des forces et du pouvoir actuel, qui passe non plus d'un pouvoir global, je dirais, un pouvoir national contre lequel on peut se positionner, à une dilution des pouvoirs dans l'Internet, qui fait qu'en fait, tout devient minorité contre minorité. Voilà, ma question, elle est là, c'est féminisme, minorité, pouvoir et Internet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, je donne la parole dans l'ordre que vous souhaitez, chacune d'entre vous trois. Mais vas-y, Frédérica. Le verbe en italien qu'on utilise pour dire que c'est la reproduction sociale qui aujourd'hui est plus puissante pour une analyse des conflits, c'est généré. C'est donc, en effet, je le disais parce que, au moins en Italie, mais j'ai compris qu'ici aussi, il y a eu une sorte de éloignement, oui, il y a eu sûrement, je sais, je l'ai étudié, entre le féminisme qui était dans l'approche marxiste et tout ce qui s'en est suivi, et un féminisme plus des processus symboliques, etc. Et donc, c'est c'est quelque chose que je reprends pour dire peut-être cette sorte de séparation qui s'est donnée
Aujourd'hui, il faut la repenser. Alors, génération, c'est déjà la solution, tandis que peut-être il faut, à partir du présent, reconstruire une généalogie qui inclut les deux, voilà. Et sur le rapport entre générations, oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Voilà. Bon, je ne vais pas répondre à tout. Je crois qu'il y a eu des interpellations qui sont vraiment, vraiment très intéressantes, mais auxquelles, franchement, je n'ai pas de réponse. Alors, d'abord, puisque Michel, tu m'as fait la remarque, tu as tout à fait raison historiquement. En fait, c'est de la façon dont les choses sont exprimées qui, effectivement, est un peu beaucoup maladroite. Parce que, de fait, c'était une manifestation du MLF, c'était une manifestation pour le droit à l'avortement. Mais effectivement, le phare était là et le phare, à l'époque, était contre le mariage. Donc, c'est le fait que les féministes n'ont pas les féministes. Une partie des féministes, disons, n'ont pas tellement changé et continuent à ne pas trouver que le mariage est vraiment l'institution la plus géniale qu'on ait pu trouver pour l'égalité entre hommes et femmes et entre hétéros et homos. Mais le mouvement homosexuel, lui, par contre, a profondément changé. Donc, c'était un peu là-dessus que je voulais insister. Alors, le mouvement, maintenant, qu'on appelle LGBTQI, enfin, chaque année, il y a une lettre en plus qui s'ajoute, est un mouvement mixte, mais le problème, c'est qu'il est mixte théoriquement et que dans la réalité, le pouvoir aussi bien sur les points qui sont mis en avant qu'au niveau de la médiatisation, il appartient aux gays et qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Enfin, même si on le leur dit, ils continuent à faire comme s'ils ne s'en rendaient pas compte et comme si quand ils ont changé le nom de la Gay Pride en Lesbian and Gay Pride, tout était résolu puisqu'on avait rajouté le mot lesbienne. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, le mouvement est soi-disant mixte, mais en fait, il ne l'est pas. Donc, ça, c'était sur une alliance qui existait et qui, à mon avis, n'existe plus du tout aujourd'hui. Alors, sur la question qu'Eleni a posée, que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressante, justement, sur cette instrumentalisation du sexisme et de l'homophobie, ou plutôt l'instrumentalisation de l'égalité pour, en fait, renforcer le racisme. Mais je crois que, en plus, une partie du mouvement homosexuel, encore plus d'ailleurs que féministe, je crois, marche là-dedans. Enfin, la Pride qui aura lieu dans 2 semaines à Bruxelles, il y a une brochure qui est sortie, et quand on ouvre la brochure, en page 2, il y a une publicité pour un parti qui n'est peut-être pas l'extrême droite, mais qui est la droite dure, qui est la NVA, c'est le parti séparatiste. Alors, qu'il soit séparatiste pour la Belgique et qui veut une Flandre indépendante, bon, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que la NVA a un discours très clairement